Je m'appelle Benjamin Gauthier. J'ai 43 ans, je suis chef de projet senior dans une grande entreprise de BTP à Lyon. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir un mariage solide. La soirée où tout s'est effondré n'a eu rien de dramatique. Pas de cris, pas d'assiette volante, juste une cruauté glaciale assénée dans notre cuisine alors que je rangeais le lave-vaisselle. Notre fille, Emma, était à l'étage, probablement en train de regarder des dessins animés, ignorant que son père était sur le point d'être terrassé par les mots de sa mère. Arrête de jouer l'adolescent désespéré en quête d'attention, a lâché Chloé, ma femme, sans même quitter son téléphone des yeux. Sois un homme, pour une fois, Benjamin. Ce besoin constant d'intimité est pathétique. Je me souviens de l'assiette que je tenais, une céramique bleue offerte lors de notre mariage. Je l'ai posée délicatement dans le panier. Le mot pathétique flottait dans l'air comme une fumée toxique. Je ne m'en dis pas, ai-je répondu doucement. Je demandais juste si tu voulais passer du temps ensemble ce soir. Chloé a enfin levé les yeux, son regard était froid. Tu demandes toujours, tu es toujours dans mes pattes, tu as toujours besoin de quelque chose. C'est épuisant, Benjamin. J'avais déjà entendu des variantes de ce discours. Les soupirs quand je suggérais un resto, l'agacement quand je cherchais à lui prendre la main. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas de la frustration. C'était du mépris. Pur et simple. Tu me manques, ai-je dit, sachant que c'était une erreur dès que les mots ont quitté ma bouche. Elle a ri, un rire sec et amer. Mon Dieu, Benjamin. Tu parles comme ces types pathétiques sur Reddit. C'est gênant. Quelque chose en moi s'est figé. Pas de colère, pas de peine, juste un silence intérieur. Comme une machine que l'on éteint. J'ai regardé cette femme de 32 ans, une étrangère, et j'ai réalisé que je ne la reconnaissais plus. Je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu. J'ai juste hoché la tête, séché mes mains et je suis sorti de la cuisine. Derrière moi, Chloé a murmuré quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. Mes oreilles bourdonnaient d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis allé dans la chambre d'amis et me suis assis sur le bord du lit. J'ai regardé mes mains. Ses mains avaient construit notre terrasse, réparé sa voiture, l'avaient soutenu lors de l'enterrement de son père. Elle n'était pas faible. J'ai retiré mon alliance. Pas de manière théâtrale, juste par instinct. Je l'ai fait rouler entre mes doigts, sentant le poids de l'or que je portais depuis plus d'une décennie. C'est là que j'ai compris, je n'étais pas dans un mariage, j'étais pris en otage. Et la rançon était ma dignité. Ce soir-là, j'ai pris la décision non pas de partir tout de suite, mais d'arrêter. D'arrêter de demander, d'arrêter d'espérer. D'arrêter d'être l'homme qu'elle méprisait ouvertement. Si Chloé voulait que je cesse de mendier de l'intimité, j'allais cesser complètement. À 5h30 le lendemain matin, mon alarme a sonné pour la première fois depuis des années. J'ai lacé des baskets que j'avais oubliées et je suis sorti dans le froid de l'aube. L'air brûlait mes poumons, vif et honnête. Quand je suis rentré, Chloé dormait encore. J'ai pris une douche, préparé mon petit déjeuner, une assiette, une tasse de café. Elle est descendue plus tard, surprise de me voir debout. « Tu es levé tôt » a-t-elle dit avec méfiance. « Oui » ai-je répondu sans lever les yeux. Elle a attendu que j'en dise plus pour combler le silence, comme je le faisais toujours. Je ne l'ai pas fait. J'ai mangé, rincé mon bol et je suis monté préparer Emma pour l'école. C'était le premier jour. Le jour où Benjamin Gauthier s'est enfin réveillé. La course est devenue une routine. Chaque matin à 5h30, avant que le soleil ne se lève sur les toits de Lyon, avant que Chloé ne se réveille, juste moi, le bitume et la réalisation silencieuse que j'avais oublié ce que cela faisait de faire quelque chose uniquement pour moi. À la fin de la première semaine, je pouvais courir 3 kilomètres sans m'arrêter. Mes genoux me faisaient mal, mes poumons brûlaient, mais cette douleur était addictive. C'était une douleur honnête, pas l'étouffement lent d'un mariage bâti sur le mépris. Chloé a remarqué les changements, mais n'a fait aucun commentaire. Pas au début. J'avais cessé de faire les petites choses qui faisaient de moi le mari dévoué. Fini le café qui l'attendait. Fini les questions sur sa journée. Fini les massages pendant qu'elle faisait défiler son fil d'actualité en m'ignorant. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis petit à petit. Quelques livres, mon chargeur d'ordinateur. Puis mes vêtements.
Chloé passait devant la porte ouverte, s'arrêtait, mais ne disait rien. Au travail, je me suis plongé dans le projet Riverside Commons, un chantier commercial de 3 millions d'euros qui traînait en longueur. Je restais tard, non pas pour éviter la maison, bien que ce soit le cas, mais parce que je me souvenais de ce que cela faisait d'être bon dans quelque chose. D'être respecté. Mon équipe m'écoutait vraiment. Ils ne levaient pas les yeux au ciel en qualifiant mes idées de pathétiques. « Tu es en feu ces derniers temps, Ben, m'a dit mon chef. Continue comme ça. » Ce que je faisais était simple, je retrouvais l'homme que j'étais avant de passer 12 ans à me rétrécir pour entrer dans le moule du mari idéal de Chloé. À la maison, le silence s'épaississait. Nous existions dans le même espace comme des étrangers polis. Je préparais le dîner, mais seulement pour Emma et moi. Je faisais la lessive, mais seulement la nôtre. Les vêtements sales de Chloé restaient dans le panier. Elle se débrouillerait. Un soir, après 3 semaines, Chloé a tenté une approche différente. Elle est entrée dans la chambre d'Amy en portant la nuisette bleue que je lui avais offerte pour notre anniversaire il y a 2 ans, celle qu'elle n'avait jamais mise. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé en s'appuyant contre le cadre de la porte. J'ai levé les yeux de mon livre. Je lis. Je veux dire, pourquoi tu dors ici ? C'est plus confortable, ai-je dit en retournant à ma page. Elle est restée là un long moment, attendant la suite. Je ne lui ai rien donné. Finalement, elle est partie, en claquant la porte un peu trop fort. J'ai recommencé à tenir un journal, chose que je n'avais pas faite depuis avant notre mariage. Pas des pages de colère ou de chagrin, juste des observations. Des notes sur la façon dont le visage de Chloé se crispait quand Emma demandait pourquoi papa ne dormait plus dans le grand lit. Comment elle avait commencé à se maquiller davantage, à mieux s'habiller, comme si elle pouvait reconquérir l'attention qu'elle avait rejetée pendant des années. Mon ami Grégory m'a appelé un samedi. Grégory, 46 ans, divorcé depuis 5 ans, remarié avec une femme qui semble réellement l'apprécier. « Tu as une autre voix » a dit Grégory. « Une voix différente ? Comment ça ? Tu as l'air éveillé » a-t-il répondu. « Tu viens au match ce soir ? L'OL joue contre Marseille. » J'avais manqué les 6 derniers mois de notre tradition sportive parce que Chloé avait toujours autre chose de prévu. « Oui, ai-je dit. J'y serai. » Chloé a entendu. « On dîne chez ma mère ce soir » a-t-elle dit après que j'ai raccroché. « Tu dînes chez ta mère » ai-je corrigé. « Moi, j'ai des projets. Emma et moi, nous y allons. » Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Celle qui ne réorganisait plus sa vie pour s'adapter à la sienne. D'accord, amusez-vous. Moi, je sors. Grégory et moi avons bu une bière, mangé des snacks trop chers et ri de choses sans importance. Sur le chemin du retour, il a posé la question que j'évitais. « Ça va, mec ? Toi et Chloé ? » J'ai pensé à mentir. « Non, ai-je dit à la place, mais je suis en train de trouver le chemin. » Quand je suis rentré, Chloé m'attendait dans le salon. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit. « De quoi ? » « De ça. » Elle a fait un geste vague vers moi. Cette attitude, cette distance. Je me suis assis en face d'elle, pas à côté. « Tu m'as dit d'arrêter de mendier. » J'ai arrêté. Je ne voulais pas dire. Elle s'est tue, la frustration se lisant sur son visage. « Tu te comportes comme un gamin. » Non, ai-je dit calmement. Je suis honnête. Tu voulais de l'espace, tu l'as. Elle m'a fixé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de l'amour, pas de chaleur, juste la reconnaissance sourde que quelque chose avait changé et qu'elle n'avait plus le contrôle. Je me suis levé. Bonne nuit, Chloé. En allant vers la chambre d'Amy, je l'ai entendu chuchoter quelque chose, mais je ne me suis pas retourné pour demander quoi. Cette partie de moi, celle qui avait besoin de savoir, de réparer, de courir après les autres, avait disparu. 2 mois après ma transformation, j'ai trouvé un relevé de carte bancaire. Non pas que je fouillais, mais Chloé l'avait laissé sur le plan de travail, sous des publicités, comme si elle se fichait que je le voie, ou peut-être voulait-elle que je le trouve. Des paiements à l'hôtel Marriott en centre-ville. 3 dates différentes sur les 2 derniers mois. Chaque fois, un mardi après-midi, jour où j'avais des réunions tardives sur le chantier.
Ma femme avait été prudente, mais pas assez. Je suis resté assis à la table de la cuisine, fixant les chiffres. 187 €, 212 €, 195 €. Une chambre d'hôtel qu'elle payait pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour offrir la vie qu'elle prétendait ne pas être assez bien. Emma était à l'école, Chloé était au travail, ou du moins c'est ce qu'elle disait. J'aurais pu l'appeler, la confronter, exiger des réponses. Le vieux Benjamin l'aurait fait. Il aurait foncé à son bureau, fait une scène, l'aurait supplié d'expliquer. J'ai pris une photo du relevé avec mon téléphone. Puis j'ai appelé un avocat. Richard Vance, un ténor du barreau recommandé par Grégory. Il est cher, mais minutieux, et il ne perd jamais. Monsieur Gauthier, a dit Richard quand je me suis assis dans son bureau cet après-midi-là, dites-moi ce qu'il en est. Je lui ai montré le relevé, parlé du mépris, du rejet, de la mort lente de notre mariage. Il a écouté sans interrompre, prenant des notes. Voulez-vous sauver ce mariage, a demandé Richard quand j'ai fini. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit. Je veux en sortir. Alors nous vous en ferons sortir, a répondu Richard. Le droit français est clair sur le divorce pour faute. L'adultère est un motif solide, mais il faut des preuves. Photos, témoins, documents. Je peux vous recommander un détective privé. J'ai embauché le détective ce jour-là. Son nom était Marc, un ancien policier. Donnez-moi 2 semaines, a-t-il dit. Si elle voit quelqu'un, je découvrirai qui. Je suis rentré ce soir-là et j'ai agi normalement. J'ai fait le dîner pour Emma, aidé avec ses devoirs, regardé son émission préférée. Quand Chloé est rentrée à 19 h, je l'ai à peine regardée. Comment s'est passée ta journée? A demandé ma femme. Très productive. Inspection des fondations terminée à Riverside, ai-je dit. Tu as l'air différent ces derniers temps. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais aimée pendant plus d'une décennie. Cette étrangère qui couchait avec un autre alors que je payais ses factures. Je suis juste concentré sur le travail, ai-je dit. Elle en voulait plus. Je pouvais le voir sur son visage, mais je ne lui ai rien donné. Cette nuit-là, elle a réessayé avec la nuisette, le sourire langoureux, la performance de l'intimité. Je lisais dans la chambre d'amis quand elle est apparue. Ben, a dit Chloé doucement. On peut parler? De quoi? Elle s'est assise sur le bord du lit. Assez près pour que je sente son parfum. Celui, cher, que je lui avais offert pour Noël. De nous. J'ai l'impression qu'on s'éloigne. L'ironie m'a presque fait rire. Tout va bien, Chloé. Non, tout ne va pas bien. Tu dors ici. Tu ne me parles presque plus. Tu es tout le temps absent. Je travaille, ai-je dit, je construis une carrière, je subviens aux besoins de notre famille. N'est-ce pas ce que tu voulais? Un homme qui agit comme un homme. Elle a tressailli face à ses propres mots retournés contre elle. Je ne voulais pas dire ça. Si, tu le voulais. J'ai fermé mon livre. Y a-t-il quelque chose de précis dont tu as besoin, Chloé? Parce que j'ai une réunion tôt demain. Elle m'a fixé, des larmes montant à ses yeux. Réel ou joué? Je ne pouvais plus faire la différence. J'ai besoin de mon mari. Ton mari a cessé de mendier, ai-je dit doucement. Tu as été très clair là-dessus. Elle a quitté la pièce sans un mot de plus. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message au détective. Elle devient nerveuse. Mardi après-midi, Marriott Centre-Ville. La réponse est arrivée 30 secondes plus tard, j'y serai. Marc m'a appelé le mercredi matin, 6 jours après le début de la surveillance. J'étais sur le chantier avec mon chef de chantier quand mon téléphone a vibré. Monsieur Gauthier, il faut qu'on se voie, a dit le détective. J'ai ce qu'il vous faut. Nous nous sommes rencontrés dans une brasserie à 20 minutes de chez moi. Marc a glissé une enveloppe Kraft sur la table, l'expression grave. Votre femme a une liaison, a-t-il dit. Un type nommé Dustin Dixon. Dustin Dixon. Le nom m'a frappé comme un train de marchandises. Dustin Dixon, le type qui avait rendu ma vie misérable au lycée. Le joueur de rugby qui me poussait dans les casiers, qui se moquait de moi devant les filles, qui m'appelait le faible à chaque occasion. Vous le connaissez? A demandé Marc.
Oui, ai-je dit, la voix creuse. Je le connais. J'ai ouvert l'enveloppe. Photo de Chloé entrant à l'hôtel, Dustin la rejoignant dans le hall, les deux s'embrassant dans le parking, horodatage, date, tout documenté. Il y a plus, a dit Mark. Dixon est marié depuis 10 ans. 3 enfants. Sa femme n'est au courant de rien. Bien sûr qu'il était marié. Bien sûr que Chloé avait choisi la seule personne capable de m'humilier à plusieurs niveaux. Que voulez-vous faire de ça? A demandé Mark. J'ai regardé les photos, le visage de ma femme, heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle souriait à Dustin Dixon, le harceleur du lycée, pendant que moi, j'étais à la maison, j'élevais sa fille et je payais pour sa liaison. Je veux des copies de tout, ai-je dit. Et je veux que vous trouviez la femme de Dustin. Mark a hoché la tête. Déjà fait. Elle s'appelle Laura Dixon. Elle travaille comme infirmière à l'hôpital. J'ai pris une décision, là, assis dans ce box de brasserie. Envoyez-lui aussi des copies. Elle mérite de savoir. Vous êtes sûr? A demandé Mark. Ça va faire exploser tout le monde. C'est déjà explosé, ai-je répondu. Je m'assure juste que tout le monde soit au courant. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai agi normalement. J'ai aidé Emma avec son projet de science, fait le dîner, regardé Chloé se déplacer dans la maison comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas passé l'après-midi dans une chambre d'hôtel avec un homme qui me tourmentait il y a 25 ans. Comment s'est passée ta journée? A demandé Chloé au dîner. Productive, ai-je dit. Très productive. Le lendemain matin, Richard, l'avocat, a déposé la demande de divorce. Adultère, torts exclusifs, demande de garde principale pour Emma basée sur l'infidélité de Chloé et son comportement instable. J'ai fait signifier les documents à Chloé sur son lieu de travail. Professionnel, public, humiliant, exactement comme elle m'avait humilié. Mon téléphone a sonné à 14h47. Le nom de Chloé sur l'écran. J'ai laissé passer sur la messagerie. Elle a appelé encore et encore, 17 fois en 1 heure. Finalement, j'ai répondu. Comment as-tu pu? A hurlé ma femme. Tu m'as fait signifier les papiers au bureau. Tout le monde a vu. Comment ai-je pu? Ai-je répété calmement. Comment as-tu pu coucher avec Dustin Dixon pendant 3 mois alors que j'élevais notre fille? Silence. Absolu. Oui, ai-je dit. Je sais. Je sais tout, Chloé. L'hôtel, la liaison, tout. Et ton patron aussi maintenant, vu que tu as fait autant de bruit au bureau. Ben, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Non, ai-je coupé. Tu n'as pas le droit d'expliquer. Tu as perdu ce droit quand tu m'as traité de pathétique parce que je voulais ma propre femme. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Laura Dixon. Laura et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant discret, loin de tout endroit où nos conjoints pourraient nous voir. Elle avait 41 ans, infirmière avec des yeux fatigués et le visage de quelqu'un qui a vu trop de déceptions. Quand elle s'est assise en face de moi, j'ai vu ma propre épuisement reflété en elle. Merci de me rencontrer, a dit Laura, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Quand j'ai reçu ces photos, je ne savais pas si je devais y croire. Elles sont réelles, ai-je dit. Je suis désolé que vous ayez eu à voir ça. Elle a sorti sa propre enveloppe, similaire à la mienne. J'ai embauché quelqu'un aussi. Après que vous ayez envoyé le premier lot, je voulais être sûr. Elle a étalé des photos sur la table. Différents angles, différentes dates, même trahison. Il s'avère que Dustin fait ça depuis des années. Différentes femmes. J'étais juste trop stupide pour le voir. Vous n'êtes pas stupide, ai-je dit. Vous faisiez confiance à votre mari. Ce n'est pas de la stupidité. Laura a ri amèrement. Mon avocat dit que je vais tout obtenir. La maison, la plupart des actifs, la garde principale des enfants. Dustin ne pourra espérer que des droits de visite encadrés. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Nous avons parlé pendant 2 heures, comparé les chronologies, partagé les informations des avocats, bâti une stratégie. À la fin, nous avions formé une alliance. 2 personnes détruites par la même trahison. Travaillant ensemble pour s'assurer que nos conjoints en assument les conséquences.
Les parents de Chloé ne savaient toujours rien. J'ai mentionné que je dînais avec eux la semaine suivante. Les yeux de Laura se sont aiguisés. Vous devriez leur dire. Mes beaux-parents ont été horrifiés quand ils ont découvert ce que Dustin avait fait. Ils l'ont coupé totalement. Cela m'a donné une idée. Le dîner avec les parents de Chloé a eu lieu un samedi soir. Juste Emma et moi, comme je l'avais demandé. Sa mère, Patricia, a ouvert la porte avec de l'inquiétude déjà gravée sur le visage. Benjamin, où est Chloé, a demandé Patricia. C'est de cela dont je dois vous parler, ai-je dit. Son père, Donald, était assis dans son fauteuil, sentant la gravité. Je n'ai pas enrobé la vérité. Je leur ai tout dit. Le mépris, le rejet, la liaison avec Dustin Dixon. Je leur ai montré les preuves, les factures d'hôtel, les photos. Patricia pleurait. La mâchoire de Donald se serrait si fort que je pouvais voir ses muscles travailler. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, a murmuré Patricia. Pas notre Chloé. Je suis désolé, ai-je dit. Mais vous devez savoir qui votre fille est devenue. Donald s'est levé, a marché vers la fenêtre. Que voulez-vous de nous, mon fils? Juste la vérité, quand elle essaiera de transformer cela, ai-je dit. Parce qu'elle le fera. Elle fera de moi le méchant. J'ai juste besoin que vous vous souveniez de ce que vous avez vu ici ce soir. Ils ont accepté. Plus que cela, ils étaient furieux. Patricia a appelé Chloé ce soir-là et j'ai appris plus tard que c'était une conversation qui s'est terminée par les sanglots de Chloé et sa mère disant des choses comme honte et déception. Au travail, j'ai obtenu la promotion que je poursuivais depuis 2 ans. Responsable régional supervisant 3 projets majeurs dans la région. L'augmentation de salaire était significative, et elle s'accompagnait d'options de mutation. Mon patron m'a pris à part. Ben, tu es en feu ces derniers temps. Quoi qu'il arrive dans ta vie personnelle, tu le canalises bien. Merci, monsieur, ai-je dit. Le poste régional s'accompagne d'une option de déménagement vers le bureau de Clermont-Ferrand, a continué mon patron. Un nouveau départ si tu le veux. Réfléchis-y. J'y ai réfléchi pendant exactement 10 secondes. Je prends. Ce soir-là, je l'ai dit à Emma autour d'une pizza. Chérie, que penserais-tu de déménager dans une nouvelle ville? J'ai demandé à ma fille, 7 ans et plus sage qu'elle ne devrait l'être. Elle a levé les yeux de sa part de pizza. Maman viendra. Non, ma chérie, juste nous deux. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête. D'accord. Est-ce que j'aurai ma propre chambre? La plus grande chambre, ai-je promis. Alors d'accord, a-t-elle souri. Est-ce qu'on peut avoir un chien? Peut-être, ai-je dit, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme du bonheur. Chloé a appris pour le déménagement par l'intermédiaire de son avocat. Elle m'a appelé 17 fois ce jour-là. J'ai répondu une fois. Tu ne peux pas emmener Emma à Clermont-Ferrand, a hurlé ma femme. En fait, je peux, ai-je dit calmement. Mon avocat a déjà déposé les documents. Tu es libre de contester, mais compte tenu de l'adultère et du fait qu'Emma a dit au juge des affaires familiales qu'elle veut vivre avec moi, je ne pense pas que tu gagneras. Benjamin, s'il te plaît. Cette conversation est terminée, Chloé. Parle à ton avocat. J'ai raccroché et bloqué son numéro à nouveau. Certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. J'ai rencontré Stacy Harper à la salle de sport. Ce n'était pas planifié. Pas un mouvement stratégique pour rendre Chloé jalouse. Je courais sur le tapis de course en essayant d'atteindre mes 10 km avant le travail quand la femme à côté de moi a trébuché et a failli tomber. J'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence et ai rattrapé son coude. Ça va? Elle était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des cheveux noirs attachés en queue de cheval et des yeux marrons embarrassés. Je vais bien, juste maladroite. Merci. Pas de souci, ai-je dit en reprenant ma course. Le lendemain, elle était là encore. Même tapis, même heure. Elle a souri quand elle m'a vu. Pas de sauvetage dramatique aujourd'hui, je promets. J'ai ri. Bon à savoir. Elle s'appelait Stacy Harper. Elle avait 25 ans, travaillait comme graphiste pour une agence marketing, et s'entraînait pour un semi-marathon. Nous avons commencé à parler entre 2 séries. Une conversation décontractée qui semblait sans effort.
Tu es là tous les matins à observer Stacy un jour. C'est de la discipline, une habitude, ai-je dit. Ça aide à vider ma tête. Année difficile, a-t-elle demandé, puis elle a immédiatement semblé embarrassée. Désolé, ce ne sont pas mes affaires. Ça va. Oui, année difficile, un divorce, principalement. Je suis désolé, a dit Stacy, et elle semblait le penser. Pour ce que ça vaut, tu as l'air de bien le gérer. J'ai apprécié qu'elle ne soit pas intrusive, qu'elle ne pose pas de questions. Nous avons juste parlé de courses, de travail, des livres que nous lisions. Une conversation normale avec quelqu'un qui ne connaissait pas mon passé, qui ne me jugeait pas, qui ne me voyait pas comme pathétique. Un matin, Stacy a mentionné qu'elle cherchait quelqu'un pour courir le week-end. Mon groupe de course a explosé, et faire de longues sorties seul est brutal. Je pourrais avoir besoin d'un partenaire de course, ai-je dit avant de pouvoir trop y réfléchir. Nous avons couru ensemble ce samedi-là, 15 km dans les parcs de la ville, parlant de tout et de rien. Elle m'a parlé de son travail de création de logos. Je lui ai parlé de la gestion de construction, de la satisfaction de voir des bâtiments s'élever à partir de plans. Tu rayonnes quand tu parles de ton travail, a dit Stacy. C'est rare. J'avais oublié que j'aimais ça, ai-je admis. Perdu quelque part en chemin. Après la course, nous avons pris un café. Rien de romantique, juste deux personnes appréciant la compagnie de l'autre. Mais j'ai remarqué à quel point il était facile de sourire près d'elle. À quel point elle riait à mes blagues. À quel point elle me regardait comme si j'étais quelqu'un d'intéressant plutôt que quelqu'un d'insuffisant. Grégory a appelé cet après-midi-là. C'est qui la fille, a demandé mon ami. Quelle fille? Celle avec qui tu courais. Je vous ai vu au parc. Tu avais l'air heureux. Elle s'appelle Stacy, ai-je dit. Nous sommes juste amis. Bien sûr, a dit Grégory. Mais je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Juste des amis qui te font sourire comme ça. Tant mieux pour toi, mec. Chloé l'a appris par des amis communs. Elle s'est présentée à mon appartement, le nouveau logement que j'avais loué près de l'école d'Emma, frappant à la porte à 21h. C'est qui elle, a exigé Chloé quand j'ai ouvert. Qui, ai-je demandé calmement. La fille que tu vois, tout le monde en parle. Elle s'appelle Stacy. On court ensemble. Pas que ce soit encore tes affaires. Le visage de Chloé s'est contorsionné. Tu sors déjà avec quelqu'un. Je ne sors avec personne, ai-je dit. Mais même si c'était le cas, tu as perdu le droit de t'en soucier quand tu as passé 3 mois à coucher avec Dustin Dixon. C'est différent. Non, Chloé, ça ne l'est pas. Maintenant pas, avant que j'appelle la police pour harcèlement. Elle est partie et je suis resté sur le seuil de ma porte, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la victoire exactement, juste la satisfaction tranquille de savoir que je n'avais plus besoin de son approbation. Le message est venu de la sœur de Chloé, Amy, un mardi matin. On peut se voir? C'est important. Amy et moi nous étions toujours bien entendus. Elle avait 28 ans, était censée, rien à voir avec Chloé. Nous nous sommes rencontrés dans un café, et elle avait l'air épuisée. Je dois m'excuser pour ma sœur, a dit Amy avant même que je puisse m'asseoir. Ce qu'elle t'a fait, c'est impardonnable. Tu n'as pas à t'excuser pour ses choix, ai-je dit. Quelqu'un doit le faire. Amy a remué son café sans le boire. Elle m'appelle tous les jours en pleurant, disant que tu as gâché sa vie. Mais je connais la vérité, Ben. J'ai su pendant des mois que quelque chose n'allait pas. Amy a sorti son téléphone. Elle m'a montré des messages. Chloé se vantant auprès d'elle à propos de Dustin, de la liaison, de combien c'était excitant. Des captures d'écran d'il y a 6 mois. Elle t'a dit? J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle m'a tout dit, a dit Amy doucement. Elle disait que tu étais ennuyeux. Que Dustin la faisait se sentir vivante à nouveau. Je lui ai dit qu'elle détruisait sa famille. Elle a ri. Elle a dit, il ne partira jamais parce qu'il est trop faible. Point. Le mot faible a atterri comme il le faisait toujours. Elle avait tort, ai-je dit. Dieu merci. Amy a tendu la main par-dessus la table. Tu mérites tellement mieux, Ben. Tu l'as toujours mérité. Je témoignerai pour toi lors de l'audience de garde. Emma mérite un parent stable, et c'est toi,
pas Chloé. 3 jours plus tard, 6 de ses amies communes ont organisé ce que Chloé a appelé plus tard une intervention. Elles l'ont invitée à ce qu'elle pensait être une soirée entre filles, puis l'ont confrontée à propos de la liaison, des mensonges, de la façon dont elle me traitait. Jessica, sa meilleure amie depuis la fac, m'a envoyé l'enregistrement. J'ai pensé que tu voudrais entendre ça, a écrit Jessica. J'ai tout écouté. 6 femmes, des personnes qui étaient à notre mariage, qui avaient célébré des anniversaires et des fêtes avec nous, disant à Chloé exactement ce qu'elle pensait de son comportement. Tu avais un homme bien, la voix de Jessica était claire. Benjamin était loyal, travailleur, un père formidable, et tu as jeté ça pourquoi? Un béguin de lycée qui t'utilise. Vous ne comprenez pas, sanglotait Chloé sur l'enregistrement. Ben a changé. Il est devenu froid. Il est devenu froid après que tu aies passé des années à le traiter comme une ordure. Une autre voix a ajouté, Sarah, je pense qu'on l'a toute vue, Chloé. Les yeux au ciel, les commentaires dédaigneux, la façon dont tu te moquais de lui devant nous. C'était cruel. Je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu, a interrompu Jessica. Tu pensais chaque mot. Tu voulais qu'il se sente petit pour que tu puisses te sentir grande. Et maintenant tu es seule, et tu n'as que toi-même à blâmer. L'enregistrement s'est terminé par Chloé sortant en trombe. Jessica m'a appelé ce soir-là. Elle est furieuse contre nous toutes, a dit Jessica. Mais quelqu'un devait le dire. Ce qu'elle t'a fait, c'est de l'abus. De l'abus émotionnel pendant des années. Merci, ai-je dit, surpris par la boule dans ma gorge. On aurait dû dire quelque chose plus tôt, a admis Jessica. On savait toutes. On pensait juste. Je ne sais pas, que vous alliez arranger les choses. Je suis désolé qu'on soit resté silencieuse. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon nouvel appartement, Emma endormie dans sa chambre, et je me suis laissé traiter tout cela. 6 personnes avaient été témoins de la détérioration de mon mariage et n'avaient rien dit. Mais au moins maintenant, elles parlaient, validant ce que j'avais ressenti pendant des années. L'évaluation de la garde a eu lieu la semaine suivante. Une psychologue désignée par le tribunal a interrogé Emma séparément, puis moi, puis Chloé. Emma lui a dit qu'elle voulait vivre avec papa parce que, selon ses mots d'enfant de 7 ans, maman crie beaucoup et est toujours triste maintenant. Le rapport du psychologue recommandait la garde principale pour moi, avec des droits de visite encadrés pour Chloé jusqu'à ce qu'elle suive une thérapie et démontre sa stabilité. L'avocat de Chloé a essayé de se battre, mais les preuves étaient accablantes. L'adultère, l'irresponsabilité financière, le témoignage d'amis et des amis. Votre cliente a détruit ce mariage par l'adultère, a dit mon avocat, Richard, lors de la médiation. Monsieur Gauthier a été le principal parent éducateur pendant des mois pendant que votre cliente était occupée avec sa liaison. Le tribunal sera du côté de la stabilité. L'avocat de Chloé le savait aussi. Ils ont trouvé un accord. J'ai obtenu la garde principale. La maison serait vendue et le produit partagé, et Chloé recevrait une pension alimentaire minimale pour 3 ans, bien moins que ce qu'elle voulait. Quand les papiers ont été signés, Chloé m'a regardé avec des yeux rougis. J'espère que tu es heureux maintenant, a-t-elle dit amèrement. Je ne suis pas heureux, ai-je répondu honnêtement. Mais je suis libre. Il y a une différence. Ce soir-là, j'ai emmené Emma manger une glace. Juste nous deux, célébrant rien en particulier, juste le fait d'être ensemble. Papa, a dit Emma, de la glace au chocolat sur le menton. Tu es triste pour maman? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ma chérie. Je suis triste que ça ait dû arriver de cette façon. Mais je ne suis pas triste que ce soit fini. Moi non plus, a dit Emma, puis elle est retournée à sa glace. Parfois, les enfants comprennent les choses mieux que les adultes. L'accord de séparation des biens a fait surface 3 semaines avant la date d'audience. J'avais complètement oublié, mais mon avocat, Richard, l'a retrouvé enterré dans de vieux dossiers d'avant notre mariage. Ben, as-tu signé cela sous la contrainte, a demandé Richard en me montrant le document. Je l'ai lu, les souvenirs revenant en force. Chloé l'avait présenté la veille de notre dîner de répétition, déjà 3 verres dans le nez, insistant pour que je le signe, sinon elle annulerait le mariage. Son père l'avait écrit. Protégeant l'argent familial dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Oui, ai-je dit. Elle m'a donné un ultimatum.
Signe ou pas de mariage? C'est invalide, a dit Richard avec un sourire. Contrainte, signer moins de 24 heures avant le mariage. Aucun avocat indépendant pour toi. Un étudiant en première année de droit pourrait faire annuler ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Chloé n'obtient pas la protection qu'elle pensait avoir. L'héritage de sa grand-mère, le fonds en fiducie, tout cela est maintenant un bien matrimonial. Le look sur le visage de Chloé quand son avocat le lui a dit était quelque chose que j'aurais aimé voir. Au lieu de cela, j'ai reçu l'appel téléphonique furieux. Tu vas vraiment prendre l'argent de ma grand-mère, a hurlé Chloé. De l'argent qui était censé être pour l'université d'Emma. Je prends la moitié des actifs matrimoniaux, ce que cet argent est devenu quand tu m'as forcé à signer un accord invalide, ai-je dit calmement. Et contrairement à toi, je mettrai réellement ma moitié pour l'éducation d'Emma. Tu es vindicatif. Non, Chloé, j'en ai juste fini d'être celui qui perd tout pendant que tu ne fais face à aucune conséquence. L'argent n'était même pas la plus grande révélation. En examinant les dossiers financiers pour le divorce, Richard a découvert autre chose. Le fonds d'éducation pour Emma, 15 000 € que j'avais économisé sur 7 ans, avait été vidé. Où est passé cet argent, a demandé Richard en me montrant les relevés. J'ai retracé les retraits. Tous vers le compte personnel de Chloé, puis des retraits en espèces. Elle avait volé le fonds d'université de notre fille. J'ai dit cela en sentant la rage monter pour la première fois en des mois. Richard en a fait une pièce maîtresse de notre dossier. Votre honneur, Madame Gauthier n'a pas seulement trahi son mari. Elle a volé l'avenir de son propre enfant pour financer sa liaison. L'expression du juge disait tout. Chloé a essayé de prétendre qu'elle prévoyait de rembourser, que c'était une urgence, mais les dates coïncidaient parfaitement avec les frais d'hôtel. Elle avait pris l'avenir d'Emma pour payer des après-midi avec Dustin Dixon. Madame Gauthier remboursera le fonds d'éducation en intégralité dans les 6 mois, a ordonné le juge, avec intérêt. Et si elle échoue, elle sera reconnue coupable d'entrave à la justice. Chloé pouvait à peine payer son loyer. L'idée qu'elle trouve 15 000 € plus les intérêts était risible. Devant le tribunal, Chloé a tenté une dernière manipulation. Elle m'a attrapé par le bras, des larmes coulant. S'il te plaît, Ben, ne me prends pas tout. J'ai fait des erreurs, mais je suis sa mère. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Le visage que j'avais aimé pendant plus d'une décennie. Maintenant, juste une étrangère qui avait choisi de me faire du mal de la manière la plus personnelle possible. Tu as raison, ai-je dit. Tu es la mère d'Emma et c'est la seule raison pour laquelle tu obtiens quoi que ce soit. Mais toi et moi, c'est fini, Chloé. Complètement. Et si je te disais que je ne l'ai jamais aimée, a-t-elle chuchoté désespérément. Que c'était juste une erreur et que je te veux de retour? Alors je dirais que tu as détruit notre mariage pour rien, ai-je répondu, ce qui, honnêtement, rend les choses pires, pas meilleures. J'ai retiré mon bras et je suis parti. Derrière moi, je l'ai entendu sangloter, mais je ne me suis pas retourné. Certaines personnes ne méritent pas votre sympathie, même quand elles pleurent. Ce soir-là, Stacy et moi sommes allés faire notre course habituelle. Elle était devenue une constante dans ma vie au cours des derniers mois. Quelqu'un à qui je pouvais parler sans jugement. Quelqu'un qui m'a fait rire quand j'avais oublié que je pouvais encore le faire. Comment ça s'est passé, a demandé Stacy alors que nous trouvions notre rythme. C'est fini, ai-je dit. Enfin, complètement fini. Comment tu te sens? J'y ai réfléchi. Plus léger, comme si je portais quelque chose de lourd depuis des années et que je l'avais enfin posé. Stacy a souri. Bien. Tu mérites de te sentir léger. Nous avons couru dans un silence confortable pendant un moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Ben, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais voudrais-tu dîner avec moi un jour? Un vrai dîner, pas un café après la course. Je l'ai regardée, cette femme de 25 ans qui était devenue l'une de mes amies les plus proches sans que je m'en rende compte. Tu m'invites à un rendez-vous, ai-je demandé. Peut-être, a dit Stacy, semblant soudain incertaine. C'est d'accord? Je sais que tu traverses un divorce, et ça pourrait être trop tôt. Ce n'est pas trop tôt, ai-je interrompu. Et oui, je voudrais bien. Son sourire a illuminé tout son visage. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Ce soir-là,
j'ai appelé Grégory. Je crois que je vais de l'avant, ai-je dit à mon ami. Il était temps, a dit Grégory. La vie est trop courte pour rester coincé dans le passé, mon frère. Va la vivre. Pour la première fois depuis des années, j'ai réellement cru que je pouvais. Le déménagement à Clermont-Ferrand a eu lieu un matin d'octobre. Emma était excitée, sautant sur le siège passager de la camionnette alors que nous roulions vers l'ouest. Derrière nous, notre ancienne vie s'effaçait dans la mémoire. Papa, notre nouvelle maison aura-t-elle un jardin, a demandé Emma pour la 10e fois. Oui, ai-je dit en souriant. Assez grand pour ce chien dont nous avons parlé. Vraiment? Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? On ira au refuge le week-end prochain. L'activité de conseil que j'avais lancée en parallèle avait décollé plus vite que prévu. Gestion de projets en BTP pour des promoteurs commerciaux, quelque chose que je pouvais faire à distance tout en gérant mes fonctions de responsable régional. En 6 mois, cela rapportait 4 000 € de plus par mois et augmentait. Grégory a appelé alors que nous atteignions l'autoroute. « Tu fais vraiment ça, mon frère ?» a demandé mon ami. « Je le fais, ai-je dit. Nouveau départ, nouvelle ville, nouvelle vie. Tant mieux pour toi, mec. Tu l'as mérité. Et, Stacy vient avec toi. » J'ai jeté un coup d'œil à la voiture qui nous suivait. Stacy conduisait son propre véhicule chargé de cartons. Elle a un emploi en vue avec une agence de design à Clermont-Ferrand. Elle commence le mois prochain. « Regarde-toi, » a dit Grégory. Et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. De brisé à un prospère en moins d'1 an. Pas brisé, ai-je corrigé. Juste reconstruit. L'arrangement de garde a été finalisé. Emma passerait un week-end sur 2 avec Chloé, qui avait déménagé dans un petit appartement et pris un emploi dans une agence marketing qui payait la moitié de ce qu'elle gagnait avant. La liaison lui avait tout coûté. Son mariage, ses amis, le respect de sa famille, sa sécurité financière. Le divorce de Dustin Dixon avait été encore plus désordonné. Laura l'avait dépouillé de tout. La maison, les voitures, la garde principale de leurs 3 enfants. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un studio et travaillait dans une concession automobile. Le harceleur du lycée réduit à appeler des inconnus pour des options de financement. Il y avait une certaine poésie là-dedans. Notre nouvelle maison à Clermont-Ferrand était parfaite. 3 chambres, un jardin assez grand pour qu'Emma puisse jouer, et un bureau à domicile où je pouvais gérer mon entreprise de conseil en pleine croissance. Le quartier était calme, plein de familles, le genre d'endroit où les gens se parlent vraiment. Stacy nous a aidés à déballer. Sa présence si naturelle qu'Emma demandait sans cesse quand elle allait emménager aussi. Pas encore, gamine, a dit Stacy en riant. Ton père et moi, on prend les choses lentement. C'est ce que disent les adultes quand ils s'aiment bien, a dit Emma avec sa sagesse de 7 ans. Stacy m'a regardée, souriante. Elle n'a pas tort. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie dans sa nouvelle chambre, Stacy et moi nous sommes assis sur la terrasse avec des bières, regardant les étoiles. Merci, ai-je dit, d'être patiente avec tout ça. Le divorce, le déménagement, tout. Tu mérites qu'on soit patient, a répondu Stacy simplement. Et puis, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer un cauchemar avec autant de grâce. Tu aurais pu être amer, en colère, vindicatif. J'ai été vindicatif, ai-je admis un peu. Vindicatif stratégique, a corrigé Stacy. Il y a une différence. Tu t'es assuré que Chloé fasse face aux conséquences, mais tu n'es pas devenu cruel. Ça demande de la force. J'y ai réfléchi. À l'homme que j'étais il y a 1 an, mendiant l'affection de quelqu'un qui avait déjà décroché. À l'homme que j'étais maintenant, assis sur ma propre terrasse, construisant une vie selon mes termes. J'avais oublié qui j'étais, ai-je dit. Quelque part en chemin, je l'ai laissé me convaincre que j'étais moins que ce que je suis. Retrouver ça, me souvenir que je ne suis pas pathétique ou faible ou aucune des choses qu'elle a dites. Ça, c'est la vraie victoire. Stacy a appuyé sa tête sur mon épaule. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Ben. Ne l'oublie plus jamais. Le week-end suivant, nous sommes allés au refuge pour animaux. Emma est tombée amoureuse d'un Golden Retriever croisé nommé Cooper, 3 ans, avec une queue qui ne s'arrêtait jamais de remuer. Est-ce qu'on peut, papa, s'il te plaît, a supplié Emma. Oui, ma chérie,
on peut. En regardant Emma jouer avec Cooper dans notre jardin cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un bonheur complet et sans réserve. Pas malgré ce que j'avais traversé, mais à cause de cela. Le feu avait brûlé tout ce qui était faible, ne laissant que ce qui était assez fort pour survivre. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé, on peut se parler? Je l'ai supprimé sans répondre. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues. 8 mois après le déménagement, la vie s'était installée dans un rythme que je n'avais jamais imaginé possible. Emma s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisant facilement des amis, ses notes étaient excellentes. Le chien, Cooper, était son compagnon constant. Chaque matin, nous trois marchions dans le quartier avant l'école, Emma bavardant sur sa journée tandis que Cooper poursuivait les écureuils. Mon entreprise de conseil avait grandi au-delà de mes attentes. J'avais embauché 2 employés, tous 2 anciens collègues de mon ancienne entreprise, et nous réalisions 15 000 € par mois de revenus. La position de responsable régional me gardait stimulé, mais le travail de conseil était à moi, bâti de rien, la preuve que je pouvais créer le succès selon mes propres termes. Stacy était devenue un pilier dans nos vies. Elle et Emma faisaient des biscuits le samedi matin pendant que je travaillais dans mon bureau. Elle venait au spectacle de l'école d'Emma, à ses matchs de foot, traiter ma fille avec une affection authentique qui n'était pas jouée ou obligatoire. Nous n'avions pas emménagé ensemble. Tous deux voulions prendre les choses lentement, mais la conversation commençait à émerger. Emma m'a demandé aujourd'hui si j'allais être sa belle-mère, a mentionné Stacy un soir après qu'Emma soit au lit. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je demandé. J'ai dit que ça dépendait de son père et de moi, mais que je serais honoré si c'était ce qui arrivait un jour. Je l'ai serré contre moi. Un jour bientôt, peut-être. Stacy a souri. Oui, peut-être. La vie de Chloé avait pris la direction opposée. Le peu de fois où elle venait chercher Emma pour ses week-ends, elle avait l'air diminuée, plus mince, plus vieille. La confiance qu'elle avait autrefois brandie comme une arme avait totalement disparu. Elle a essayé de reprendre les choses avec Dustin après que les 2 divorces aient été finalisés, mais apparemment il était passé à autre chose. Le schéma s'est répété. Emma est revenue d'une visite de week-end plus calme que d'habitude. « Ça va, ma chérie ?» ai-je demandé. « Maman a beaucoup pleuré ce week-end » a dit Emma. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle s'ennuyait de toi. « Ça a dû être difficile à voir » ai-je dit prudemment. Elle m'a demandé si tu étais heureux maintenant a continué Emma. J'ai dit « Oui, tu souris tout le temps ». Elle a pleuré davantage. Je me suis mis au niveau d'Emma. Ta maman a fait des choix qui ont blessé notre famille, mais elle reste ta maman, et c'est normal de l'aimer même quand elle fait des erreurs. Je sais, a dit Emma. Mais j'aime mieux vivre avec toi. Tu es là, présent. C'est ce que j'avais appris à être. Présent pour ma fille, pour mon travail, pour moi-même. Pas constamment en quête d'approbation de quelqu'un qui n'avait jamais prévu de la donner. Un samedi en juin, près d'1 an après que tout se soit effondré, j'ai emmené Emma et Stacy faire une randonnée dans le parc national des Cévennes. Nous avons atteint un point de vue dominant la vallée. Tous les 3 assis sur un rocher, partageant des sandwichs. « Papa, tu es content que maman soit partie ?» a demandé Emma soudainement. Stacy s'est tendue à côté de moi, mais j'ai pris la question au sérieux. Je suis triste de la façon dont c'est arrivé, ai-je dit honnêtement. Mais Emma, parfois les choses les plus dures nous mènent aux meilleurs endroits. Si ta maman et moi n'avions pas rompu, nous ne serions pas ici en ce moment. Tu n'aurais pas Cooper. Nous ne vivrions pas dans ce bel endroit. Et Stacy ne serait pas dans nos vies. Donc, c'est bien qu'elle soit partie. C'est bien qu'on ait trouvé notre chemin vers quelque chose de meilleur, ai-je dit. Ça a du sens. Emma y a réfléchi, puis a hoché la tête. Oui, j'aime le meilleur point. Moi aussi, gamine. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Chloé, long, plein d'excuses et de regrets, demandant si nous pouvions réessayer, disant qu'elle avait changé, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai montré à Stacy. « Qu'est-ce que tu vas dire ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à l'homme que j'avais été, désespéré de l'approbation de Chloé, prêt à se réduire pour correspondre à son idée du mari acceptable. Puis j'ai pensé à l'homme que j'étais devenu. Debout sur une montagne avec sa fille et une femme qui le choisissaient réellement chaque jour.
J'ai tapé en retour, je suis content que tu ailles mieux, Chloé. Mais ce chapitre est clos. Je suis passé à quelque chose de réel. J'espère que tu trouveras ça aussi un jour. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas par colère, mais par clarté. Certaines portes doivent rester fermées pour que de nouvelles puissent s'ouvrir. Stacy a embrassé ma joue. Tu es vraiment libre maintenant, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit en la serrant contre moi pendant qu'Emma jouait avec Cooper dans l'herbe. Je le suis vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé courir. 10 kilomètres à travers la ville, devant l'université, dans les quartiers où les familles commençaient tout juste à se réveiller. Quand je suis rentré, Emma était déjà levée, faisant des pancakes avec Stacy. Toutes les deux riant à une blague que j'avais manquée. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, mais la mienne. Bâtie sur l'honnêteté au lieu de l'obligation, sur la présence au lieu de la performance, sur la force au lieu de la mendicité. Chloé m'avait dit d'être un homme et d'arrêter de mendier l'intimité. Alors je l'ai fait. J'ai arrêté de mendier et j'ai commencé à devenir l'homme que j'ai toujours été destiné à être. Celui qui connaît sa valeur, qui bâtit son propre bonheur, qui choisit les gens qui le choisissent en retour. Et à la fin, c'était la meilleure des revanches. Pas sa souffrance, mais mon épanouissement. Pas un regret, mais ma liberté. Je suis entré dans ma cuisine, j'ai embrassé Stacy pour lui souhaiter bonjour, j'ai serré ma fille dans mes bras et je me suis assis au petit déjeuner avec ma famille. La famille que j'avais choisie, la vie que j'avais bâtie, l'avenir que j'avais mérité. Il y a 12 ans, j'avais épousé une femme qui m'a appris ce que je ne voulais pas. Maintenant, je vivais une vie qui m'a montré ce que je voulais, et je n'avais jamais été aussi heureux. Let's go look in his villager trade hall. Gotta be in here. You always inspire me to game. Let's go, dude. Thank you so much. I appreciate you. Surely he put it in here. I know this man has thought about his placements. Has to have. That's the drop shoot for the villagers, isn't it? Nothing behind the villagers, nothing under the villagers, nothing through here, nothing that I can see back there. Everything is white square. It is. Everything is white square. Guess you'll have to deal with the lag then. All of the lag is gone now. That's probably a service problem or a internet problem on your end. Yo, I'm streaming Minecraft 2 and my friend did a raid and lost everything due to Vindicators. Dang. Massive L. Let's see. Literally nothing through here. Anything in the lights? Are we missing any lights? Are we missing anything through here? What's going on? What are we looking at? He has like a square around the perimeter. Oh, okay. Yeah. I know what you're talking about. Gotcha now. I'm following. Does he have any trap doors that could be possibly hiding the egg back here somewhere? Probably not. And I don't think he'd put them under his villagers. I think this is just a single layer, right? Yeah, this is a single layer, so there's not even an egg that would be hidden under there. I wonder if he'd have it hidden within this coal that just kind of blend. Probably not. That's a really easy thing to spot, but who knows? You only have 600 by 600 base to check. Wow. That's a lot of base to check. There's a... I can see back there. Okay. Can you upload to your YouTube channel? I searched you, but couldn't find any of your recent videos. I just uploaded one, like, March 31st. Dead Candy G. Look up Dead Candy G. You'll probably find me there. Lots of streams, for sure. I can tell you that. Did you ever have a long play the world? Like, I have a 5-year world? Probably not, honestly. I don't think I've ever had a world that long. Like a specific single world that long. Okay. Next layer. Just kind of get a nice...
Like, I can see back there, but I don't... If you can see the egg and click the egg and it moves, that's perfect. But I don't think he has it in anywhere up here, unless there's a way to get to it. Very possible. What's up, Soraya? How are you? Welcome in, welcome in. Is it game night? It is not game night. We are searching for an egg right now. So we started the game on Easter day, Easter morning, 12 a.m. actually, to be exact. The first hour of Easter, we started this game. It's called Egg Snatchers, and this is the second time we've done it. We did it on season 1, but it was for Halloween. Right after, it just was a game that Viking came up with, and we did it around the Halloween. But we figured this year we're gonna do it around Easter. I just did a Wi-Fi test, and it said it was very fast. I think my phone might be cooked. That sounds like it could very well be cooked. I really don't see anything through here, guys. Tuning in while grinding out some homework. Let's go, Tacky Silver. Love to hear that. Your hints were vault related. Is your area Fallout themed? It is, Hades girl. It is. Very Fallout themed. We're doing a nuclear winter, though, so we're going to be using the Pale Oak environment. When Kinger was searching and he had Prisma on, you see how it has really hardcore fog? We're going to take that and use that to our advantage of atmosphere. We're going to be using that to our advantage of atmosphere. And when you go through our nether portal, we're going to have the nether portal kind of in the vault door. And then you guys, those who visit the base, will walk out and then see the city. And